Voilà, la radio de la communauté. Dans quelques instants, le journal, chers amis, ne quittez pas. Absolument. La radio de la communauté en direct de Chicago, moi c'est J. Lewis, exactement 9h21 à Chicago. Invité de ce journal, Maître Brice Nzamba, qui est avocat au barreau de Paris depuis l'année 2010, titulaire d'un CAPA. C'est cela, Maître, vous le confirmez? Oui, tout à fait, mon cher Jean-Louis, tout à fait. Je suis avocat au barreau de Paris et j'ai prêté serment le 3 février 2010 et depuis juin 2010, je suis à mon propre compte. Oui. Merci à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Nous avons dû retarder ce journal pour les raisons de réglage, des raisons techniques. Mais voilà, chose promise, chose due. Il est là dans ce studio, Maître Brice Nzamba. Nous parlons aujourd'hui du barreau, notamment du rôle des barreaux africains dans les révolutions africaines. Quelle peut être la contribution d'un avocat dans cette lutte pour la libération de l'Afrique? Alors cette lutte s'opère un peu partout. Elle a quelques lueurs d'espoir déjà, Maître Nzamba, en Afrique de l'Ouest. Peut-être ce sera le tour de l'Afrique centrale, mais le point d'ancrage de notre émission sera aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais n'oublions pas que vous êtes vous-même déjà congolais et commencez déjà par nettoyer là-bas. Hein. Je vous ai vu vous afficher avec un avocat congolais, hein, donc vous avez des amis qui évoluent dans cet espace de la dictature. Comment un avocat sérieux, je prends le terme avocat au sens rigoureux du terme, peut évoluer dans la dictature? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que quand on est avocat, on est soit à son propre compte, soit on est en collaboration donc sous la subordination d'un patron hein, qui vous donne du travail et vous travaillez pour lui. Et quand on est avocat, on est en fait un auxiliaire de justice. Un auxiliaire de justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu le vecteur entre le citoyen et la justice. C'est-à-dire que on est celui par qui les citoyens passent pour saisir la justice, aussi bien en demande qu'en défense. Alors, quand vous dites avocat sérieux, alors je pense que là, ce que vous voulez dire, c'est que on peut être avocat et puis avoir un engagement pour la liberté, et puis on peut être un avocat et puis se contenter simplement de faire son travail et de ne pas être offusqué par la situation des libertés dans le pays dans lequel on exerce. Donc, on a un peu ces catégories, ces deux catégories d'avocats hein, qu'on peut trouver aussi pour des écrivains, comme on trouve qu'il y a des écrivains qui sont des écrivains organiques, c'est-à-dire qui travaillent pour le compte du régime, et puis vous avez des écrivains critiques qui, eux, sont plutôt dans le sens de faire évoluer la liberté, les droits et la société dans laquelle ils sont. Pour les avocats, c'est un peu pareil. Hein. Donc, c'est un peu pareil. Vous allez avoir des avocats qui se contentent du statu quo, c'est-à-dire qu'ils sont dans un pays de dictature et puis ils se contentent un peu de la situation parce que il faut dire qu'il faut être courageux. Hein, d'être dans une société tyrannique et puis de braver cette société. Voilà, c'est déjà un acte de courage qu'il faut poser et c'est pas facile. Donc c'est pour cela que il faut être prudent. Moi, je ne critiquerai pas directement ou ouvertement ces avocats-là parce que c'est pas facile hein, de travailler sous une dictature et à côté d'avoir un engagement politique. Mais il arrive souvent qu'il y ait des avocats. On a vu ça, par exemple, en Afrique du Sud, hein, que tout le monde connaît Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est avant tout un avocat. C'est un avocat qui a pris fait et cause pour les droits
des Noirs de l'Afrique du Sud qui étaient opprimés par le régime de l'apartheid. Et il s'est engagé. Donc, il a, comme étant celui qui a le plus, je dirais, conscience des droits, parce que quand on est avocat, on pratique le droit. Et quand on pratique le droit, on a conscience de ce qui est autorisé par la loi et de ce qui n'est pas autorisé par la loi. Donc, on est plus sensible aux violations des lois. Voilà. Donc, on a cette sensibilité-là qui fait que quand on constate que la loi est violée, en principe, on ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester sans dire quelque chose. Mais ça, c'est dans le cas des barreaux. C'est là où votre émission est intéressante parce que les avocats sont organisés au sein des barreaux. Et donc, chaque barreau est dirigé par un bâtonnier. Donc, il y a un bâtonnier qui est élu par ses pairs, donc par les avocats. Et il y a un conseil de l'ordre des avocats qui comporte aussi des avocats qui organisent, administrent et gèrent donc les avocats qui sont inscrits dans ces barreaux. Et donc, c'est en principe au barreau d'être le plus sensible à l'application de la loi ou aux violations des lois ou des droits humains. Donc, c'est quand le régime dans lequel on vit porte atteinte aux droits, aux libertés qui sont garanties par la Constitution, c'est en principe au barreau, donc notamment aux bâtonniers, de pouvoir monter au créneau, et d'indexer cette violation et d'interpeller donc l'exécutif, donc le gouvernement, à un meilleur respect donc des lois et principes fondamentaux qui fondent l'État. Donc Alors, ça, c'est le rôle, au-delà des avocats, c'est le rôle du barreau et donc du bâtonnier qui est le premier des avocats. on se souviendra donc que vous parlez du bâtonnier, mais vous vous souvenez de Maître Malonga, hein, qui était Oui. bâtonnier lui-même, et Mhm. il en a payé les frais, non? C'est ce courage dont vous parlez, la prise des risques. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose. C'est-à-dire qu'une société n'évolue pas quand il n'y a pas des hommes capables de prendre des risques pour des valeurs, pour des idées, pour des libertés, afin de faire évoluer le régime politique. Voilà, il faut des hommes de courage. Voilà, vous voyez, les grandes nations démocratiques ont connu ces figures-là, hein, qui ont à un moment donné pris des risques. Voilà. Et donc, il y a parmi les hommes qui sont capables de prendre des risques, il y a des hommes en général qui ont une grande conscience des valeurs, des droits et des libertés qui sont garantis par la Constitution. Et parmi ces gens-là, vous avez les avocats. Alors, Oui, donc, Maître Malonga, le défunt Maître Malonga, oui. paix à son âme, à son époque, il a été emprisonné. Je me rappelle, il avait été détenu parce qu'il avait pris des positions courageuses. À cette époque-là, il me semble que les avocats de Brazzaville avaient aussi s'étaient manifestés par rapport à ces arrestations-là, parce qu'il y avait Maître Malonga et Maître Ambessa, autant que ma mémoire s'en souvient, et les avocats avaient pris position par rapport à cette arrestation, à cette arrestation de ces deux avocats. Donc maintenant, c'est très important de manifester cette solidarité entre avocats, mais c'est aussi important que quand il y a des citoyens qui sont arrêtés en contradiction avec les principes qui organisent la procédure pénale ou des principes qui fondent la Constitution, il faut aussi que le barreau monte au créneau. Voilà, parce que quand le barreau monte au créneau, cela interpelle les On- gouvernants on- et cela interpelle aussi la communauté internationale puisque les barreaux sont reliés entre eux, hein, partout oui. dans le monde. Et donc, ça attire aussi l'attention des barreaux étrangers qui vont donc constater que l'état de droit au Congo est en pleine régression. Et ça peut inciter donc une pression qui peut être exercée sur le régime pour que le régime applique la loi comme il se doit. Alors, Donc, oui, oui, maître, on a vu cette solidarité lorsqu'il s'est agi voilà, de ce papa, hein, de ce monsieur André Kombi Salissa avec maître Bumpoutou. Je crois que vous vous souvenez de cet avocat qui a eu des mêlées avec le procureur de la République, qui
qui s'est retrouvé lui-même incarcéré hein, arbitrairement, il faut le signaler. Maître Bonpoutou, le Sénégalais, je crois, je ne sais Oui, plus. oui, Maître Vous, vous, Diallo. bon, Euh, quelque chose de ce genre. Voilà, les auditeurs euh, pourront mettre le nom de cet avocat hein, parce que nous émettons en direct. Allez-y, maître. Oui, oui, mais parce que, voyez-vous, quand il y a un avocat qui se déplace, qui quitte son pays d'origine, le Sénégal, qui vient à Brazzaville pour défendre une cause comme l'exige son travail, et que pour avoir fait des observations sur la manière que la procédure a été menée par le procureur, se retrouve intimidé, se retrouve maltraité, en principe, le barreau devrait monter au créneau. Parce qu'il s'agit de la liberté d'exercice des avocats. Parce que dans un État où les avocats ne sont pas libres, parce que vous voyez, le curseur pour comprendre qu'un État, le niveau de l'état de droit, du respect de l'état de droit dans un pays, correspond à la liberté qui est reconnue et accordée aux avocats dans l'exercice de leur métier. Oui, parce que plus un État est libre, plus les avocats ont plus de marge de manœuvre dans l'exercice de leur profession. C'est vrai qu'on a des règles. Il ne faut pas croire que les avocats, ce sont des gens qui ne sont pas assujettis à des règles. Les avocats ont aussi leurs règles, qu'on appelle la déontologie que l'avocat doit respecter. Mais dans l'exercice de son travail, l'État doit garantir l'effectivité de l'exercice du travail de l'avocat. C'est par là qu'on reconnaît le degré du respect de l'état de droit dans un pays. Vous voyez? Parce que quand plus un État est policier, plus un État est tyrannique, moins les avocats sont libres de travailler. Plus les avocats sont intimidés dans leur travail. Et ils reçoivent des menaces, on peut même les mettre en prison sans raison Oui. fondée. Hein. Voilà, donc il y a tout cela qui Ah, fait que, oui. oui, À ce moment-là, que doit-on faire? Il faut juste accepter la situation comme telle, à ce moment-là, on devient un collabo. Parce que oui, mais on a vu que dans la dictature, il y a des avocats qui ne jouent que ce rôle. Parce que pour l'État, c'est de montrer que la société est organisée, que les gens sont défendus. Et donc, c'est cet habillage-là que le gouvernement cherche justement pour se présenter à l'étranger, aux partenaires comme ayant une société démocratique. Et, oui, alors, et donc, alors certains avocats sont obligés d'accepter de jouer ce jeu. Hein, je lâche le mot. oui, mais c'est comme je l'ai dit, il en va des avocats comme des écrivains, comme je dirais dans tous les corps de métier, qui sont dans le cadre d'une dictature. Vous avez des avocats qui sont prêts à prendre des risques, et puis vous avez des avocats qui se contentent de la situation, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur dossier quotidien, ils s'arrêtent là. Ils vont défendre la veuve et l'orphelin, sans pour autant attaquer le système qui a rendu cette femme veuve ou cet enfant orphelin. Donc, vous voyez, donc c'est un choix. Moi, je pense que c'est un choix qui est fait, mais moi, je dirais plus qu'il faut voir au niveau des barreaux, au niveau du barreau. Parce que l'avocat, en tant que personne physique, il est fragile et il peut être facilement, je dirais, combattu et même abattu. Mais quand un avocat peut compter sur la solidarité de son barreau, l'avocat est plus fort, à la vérité. Parce qu'il sait que aussi longtemps qu'il défend le bon droit, aussi longtemps qu'il défend les libertés fondamentales dans le cadre d'un procès qui concerne des hommes politiques ou pas, ou des citoyens qui ont été, par exemple, torturés par des policiers, il sait qu'il peut compter sur la solidarité de son barreau. Voilà. En ces moments-là, l'avocat peut se sentir fort pour agir. Mais quand l'avocat est tout seul et que il est victime des maltraitances, il est victime des intimidations, des menaces, et qu'ils sont pleins auprès de son bâtonnier et que le bâtonnier ne monte pas au créneau pour condamner ses agissements, eh ben, vous avez un barreau qui est complètement soumis. C'est un barreau soumis. Voilà, ça Voilà. Et quand c'est vous ce avez qu'on un peut, barreau soumis, oui, c'est ce qu'on peut lire dans les livres de droit, des publications, mais concrètement, est-ce que vous pouvez, peut-être que c'est un problème éthique pour vous, porter un jugement de valeur sur le bâtonnier actuel. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Comment on l'appelle ce bâtonnier?
Alors, moi, le bâtonnier de Brazzaville, malheureusement, comme vous, je ne connais pas son nom. Mais tel que Mais les choses fonctionnent là-bas, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du système? Est-ce que la machine fonctionne comme alors, ce que moi je est-ce qu'il joue constate, son rôle, celui-là? alors, ce que moi je constate, c'est que quand il y a un avocat congolais qui est touché par le régime, en général, le barreau joue son rôle. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation des avocats à travers son bâtonnier pour venir au secours de l'avocat. Parce qu'il y a eu un cas qui date un peu. Hein. Il y avait un avocat qui avait eu une difficulté avec la police et le bâtonnier, en fait, le barreau était monté au créneau. Voilà. Mais pour le cas, par exemple, de Maître Malonga et de Maître Ambessa, il y avait aussi une mobilisation du barreau, il faut le dire. Bon, maintenant, ça, c'est dans des cas où véritablement les avocats sont concernés. Alors, sont concernés, emprisonnés, en général, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le barreau ne doit pas seulement manifester sa solidarité lorsque les avocats sont en danger. Le barreau, en fait, c'est aussi un gardien du respect des normes, que ce soit des droits, donc des lois, et du respect des principes qui fondent l'État. Voilà. C'est-à-dire que quand, par exemple, le gouvernement a des agissements qui portent atteinte à des principes de droit qui sont sacro-saints, qui sont consacrés par la Constitution, en principe, le bâtonnier et son conseil devraient monter au créneau pour rappeler l'exécutif, donc le gouvernement, à ses devoirs et aux lois qu'il faille respecter. Voilà, donc ça, c'est ce qui n'est pas fait au Congo. C'est-à-dire que le barreau, en fait, laisse faire le régime aussi longtemps que les avocats ne sont pas menacés directement. Voilà. Et alors que son rôle ne se limite pas seulement à protéger les avocats. Son rôle consiste aussi à être comme à l'avant-garde du respect des libertés fondamentales et des droits au Congo, et que chaque fois que le régime porte atteinte à ces droits-là, le barreau devrait monter au créneau. Par exemple, quand on a parlé du problème du changement de la constitution au Congo, par exemple, il y avait tout un débat. Il y avait un débat, est-ce qu'on pouvait modifier le nombre des mandats de l'ancienne constitution? Est-ce qu'il était possible de modifier cela? Et est-ce qu'il était possible de changer de constitution? Bon, on n'a pas eu de position du barreau là-dessus. Vous voyez? Le barreau congolais n'a donné aucune position là-dessus. Mais parce que c'est une question de droit, c'est une question, c'est une question politique, oui, mais c'est aussi avant tout une question de la compréhension des principes qui organisaient cette constitution-là. Donc le barreau, normalement, en tant que acteur de la vie sociale aussi, hein, puisque ce sont des acteurs de droit, le barreau devrait aussi donner sa position. Donc on n'a pas eu cette position-là du barreau. Voilà. Alors, Donc, maître, parlons un peu euh, de cet homme qui croupit en prison pour, comme on dit ici, hein, for no reason. On ne sait pas pourquoi. Donc, on a infligé à cet homme, donc le général de brigade, de division, je crois, hein, Mokoko, 20 ans d'incarcération pour des raisons, dirait-on, inconnues. Alors, qu'est-ce que le barreau a fait pour que cette peine soit réduite? Est-ce que ces 20 ans, c'est parce que le barreau aura fait quelque chose ou finalement le barreau n'a pratiquement rien fait puisque ils ont été payés pour rien, les maîtres Ibouanga et autres maîtres? oui, mais ça, ce n'est pas du ressort du barreau en tant que tel. C'est-à-dire que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été défendu, il avait ses avocats, et ses avocats ont fait ce qu'ils ont pu faire dans le cadre du système politico-judiciaire actuel au Congo. Autant dire que ce n'était pas facile parce que on a eu affaire plus à un procès politique qu'à un procès véritablement judiciaire. Vous savez, nous, en droit, on dit que quand la politique entre dans un prétoire, eh bien, la justice sort, quand la politique entre par la porte dans un prétoire, la justice sort par la fenêtre. Voilà. C'est-à-dire que quand la politique entre dans un procès, il n'y a plus de justice.
Voilà, parce que les juges ne sont pas impartiaux, hein, ils ne sont pas impartiaux, ils ne sont donc pas libres de dire le droit exactement, et donc ils ont des instructions sur la décision qu'il faille prendre à la fin, ce qui fait que le procès est biaisé. Donc le procès, c'est juste un prétexte pour enregistrer la décision qui doit être prise à l'encontre de la personne qu'on considère comme étant dangereuse pour le régime et qu'il faille mettre hors d'état de nuire. Voilà, donc le barreau en tant que tel pouvait, par exemple, émettre un communiqué dans lequel il aurait pu, par exemple, s'inquiéter de la façon avec laquelle la procédure a été menée et que cela dénotait, cela en fait faisait que le pays soit en régression hein, par rapport aux normes, je dirais, aux standards internationaux, hein, comment une procédure pénale doit être menée. Donc, puisque, comme je l'ai dit, le barreau est le gardien un peu des normes juridiques. C'est-à-dire que quand un procès aussi important pour la stabilité du pays a lieu dans des conditions où la procédure pénale n'est pas respectée et que les avocats, puisque l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko qui venait du Sénégal a été menacé, dans ces conditions-là, il n'y a pas la sérénité des débats et il n'y a pas la liberté, toute la liberté, parce que je dois vous dire que quand un avocat plaide, il est libre de ses propos. Donc un avocat, on ne peut pas attaquer un avocat pour les propos qu'il tient au cours de sa plaidoirie. Voilà. Donc il y a une véritable liberté. Donc le barreau aurait pu se plaindre de ce que la procédure et puis la procédure pénale n'a pas été respectée comme il se devait et que les avocats, en l'occurrence l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko, n'a pas pu en toute liberté défendre son client puisqu'il a subi des menaces. Alors, Ouais, donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on constate que la procédure n'a pas été respectée? oui, mais il faut quitte. utiliser les... Il faut... comment? On quitte la salle ou qu'est-ce qu'on fait finalement? Alors, mais ça dépend de la stratégie, de votre stratégie, de la stratégie du plaignant ou de la stratégie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Lui, sa stratégie consistait à ne rien dire. Il a gardé le silence et c'était ses avocats qui parlaient. Et Voilà, ça, donc il a voulu aller... c'était une difficulté pour les avocats eux-mêmes? Ah non, mais c'est... En fait, quand un avocat défend son client, l'avocat s'entend avec son client sur la stratégie à tenir. C'est ça. C'est-à-dire que dans le secret de là où le général Jean-Marie Michel Mokoko était détenu, il a dû s'entendre avec son avocat ou ses avocats sur la stratégie qui lui semblait la meilleure. Notamment, ne pas faire des déclarations et laisser le soin à ses avocats de le défendre comme il se doit. Donc, c'est une question de choix. Alors, la question qui consiste à se demander si il fallait quitter la salle, ça, une fois encore, c'est une question de stratégie. Hein, vous vous rappelez que le défunt Maître Malonga, dans l'affaire des disparus du Pitch, le procès qu'il y avait eu lieu au Congo, à un moment donné, le Maître Malonga avait demandé à ses clients de quitter la salle avec lui quand il estimait que ce n'était plus possible de continuer dans ces conditions l'audience. Donc c'est une question de stratégie. On ne peut pas, chaque avocat est libre de déterminer avec son avocat la stratégie qui est la plus efficace pour défendre sa cause. Voilà, donc moi je pense que... Alors que reste-t-il maintenant à ces avocats, s'agissant de Kombi et du général Jean-Marie Michel Mokoko? Une marge de manœuvre pour Maître Ibouanga? Que peut-on espérer? Est-ce qu'il y a un autre recours qui reste de dernière seconde alors, là, pour ces deux incarcérés? Alors, moi, je pense qu'il faut épuiser toutes les voies que le Code de procédure pénale du Congo offre dans ce genre de situations. C'est-à-dire que quand une personne est condamnée, 20 ans de travaux forcés, il faut voir ce que le Code de procédure pénale du Congo prévoit, puisque après une certaine durée entreprise en prison, il y a une possibilité de demander une libération conditionnelle, en fait. On peut demander une libération conditionnelle, mais ça dépend. Il faut voir les conditions que la loi congolaise prévoit. Hein. Ici, en France, il y a
il y a des conditions qui sont prévues. Il faut voir ce que la loi congolaise prévoit, parce qu'on peut estimer que si on a eu une bonne conduite en prison, une bonne conduite, en France, il faut avoir accompli au moins la moitié de la peine. Bon, pour le cas du Congo, je ne sais pas ce que la loi prévoit. Donc, il y a des conditions dans tous les cas qui permettent de demander une libération conditionnelle. C'est-à-dire que avant sans avoir purgé toute la durée de la peine, on peut demander à être mis en liberté sous condition. Donc, il faut voir ce que la loi congolaise prévoit. Mais il y a cette possibilité-là. Je pense que la loi congolaise étant souvent la copie de la loi française, je pense Oui. qu'il est possible qu'on puisse envisager cette possibilité. Voilà. Alors nous allons maintenant voir les marges de manœuvre de l'opposition sur place avec les lois qui régissent ce pays. Dans quelques instants, chers amis, il est exactement 9h46 minutes à Chicago. Vous écoutez la radio de la communauté en direct. Moi, c'est Lewis. Alors nous savons qu'à Brazzaville, il est toujours difficile d'organiser des marches, d'organiser des manifestations musclées dont le but serait d'interpeller le pouvoir sur tout ce que vous connaissez, les crimes, les vols, la violence et autres. Alors, maître, sous le prétexte, j'allais dire, de troubles à l'ordre public, c'est ce qu'on oppose toujours à ces opposants-là, maître. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Oui, ben, en fait, c'est une fois encore, il faut dire que on a affaire à un régime qui utilise la loi, en fait, qui dénature la loi. Voilà, c'est ça. Parce que, à la vérité, la liberté de manifester est une liberté qui est garantie par la Constitution. Donc, c'est une liberté fondamentale. Ça veut dire que toute association, comme tout parti politique, a la liberté de manifester. Alors, maintenant, comme toute liberté, elle est encadrée. C'est-à-dire qu'on peut exercer une liberté aussi longtemps que cette liberté, aussi longtemps que l'exercice de cette liberté ne va pas à l'encontre de l'ordre public. Voilà. L'ordre public, c'est donc la paix civile, voilà, la stabilité des institutions, parce qu'il y a plusieurs types d'ordre public. Hein. Il y a l'ordre public économique, l'ordre public politique, voilà. Mais là, c'est plus la paix civile. C'est-à-dire que on peut, la préfecture auprès de laquelle on a demandé l'autorisation de manifester peut refuser cette autorisation de manifester quand elle craint des troubles à l'ordre public. Voilà. Maintenant, elle ne peut valablement craindre ces troubles à l'ordre public que si elle estime que malgré la sécurisation de cette manifestation par les forces de l'ordre, il y aurait nécessairement des débordements. Voilà, parce que l'autorité publique a l'obligation de sécuriser toute manifestation. Voilà, vous voyez. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire aux gens que vous allez troubler l'ordre public quand on ne participe pas à sécuriser cette manifestation-là. Donc déjà il y a un problème. Voilà. Donc c'est que les partis et associations au Congo devraient faire, c'est systématiquement quand ils ont une interdiction de manifester, de saisir le tribunal administratif pour annuler cette interdiction de manifester. Voilà, parce que l'interdiction de manifester, je pense que vous avez un problème de volume, cher Jean-Lewis. Voilà, j'étais avec les amis de la rédaction. Alors, maître, vous savez que même là-bas, le tribunal, c'est une chaîne de parents, hein, donc vous n'avez un recours qui ne Oui, pourra jamais aboutir. oui, mais on est en dictature. Donc moi, ce que je vous dis, ce sont les voies de droit. Voilà, ce sont les voies de droit. Mais c'est important d'utiliser les voies de droit pour pouvoir dire à la communauté internationale qu'au Congo, il n'y a véritablement pas d'état de droit. Voilà, parce que vous ne pouvez pas vous plaindre qu'un État n'est pas un État de droit si vous-même déjà, vous n'utilisez pas les voies de droit qui vous sont offertes. Voilà. Parce que ce n'est qu'en utilisant les voies de droit, et lorsqu'il y a une obstruction au niveau de ces voies de droit-là, et que vous êtes en face d'un déni de justice, que vous pouvez maintenant vous plaindre auprès des organisations de défense des droits de l'homme qui sont au Congo, pour montrer qu'au Congo, il n'y a pas un État de droit. Et c'est important. Donc, il faut connaître ces voies de droit-là. Il faut demander une autorisation de manifester. Quand vous avez une interdiction de manifester, il faut attaquer cette interdiction-là devant le tribunal administratif. Voilà. Il faut suivre toutes les procédures. Voilà. Si au final,
nonobstant ces recours, il y a une obstruction ou il n'y a pas gain de cause, en ce moment-là, il faut faire un rapport. Il faut faire un rapport là-dessus et le soumettre aux organisations de droits de l'homme. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est important, si on veut travailler pour le droit, pour l'évolution du droit au Congo, de pouvoir comprendre déjà comment les institutions fonctionnent et comment les libertés sont garanties et comment aller jusqu'au bout des procédures pour pouvoir démontrer le caractère arbitraire du régime qui est en place. Donc voilà. Voilà, la radio de la communauté, 9h51 à Chicago. Aux amis de la rédaction, vous pouvez toujours m'appeler pour participer à cette émission. Et même ceux qui nous suivent, vous pouvez m'appeler au WhatsApp de la radio. Et je pourrai donc transmettre votre question à Maître Nzamba. Nous parlons aujourd'hui du rôle des barreaux en Afrique. Alors, Maître, pendant ces manifestations, ou avant, est-ce que vous servez de conseiller, de guide pour dire attention, ceci peut vous coûter cela? Oui, mais bon, ça, encore faut-il qu'on soit consulté. Vous voyez, parce que nous voulons qu'il y ait un état de droit au Congo. Mais pour qu'il y ait un état de droit, il faut déjà que les citoyens aient conscience de leurs droits. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont sujets de droit et qu'ils ont une dignité qu'ils doivent préserver et lutter pour la préserver. Et pour cela, quand on a des doutes et qu'on veut engager une action importante, ce qu'on doit faire, c'est prendre conseil. On doit appeler des personnes dont le droit est le travail, donc des avocats, que ce soit au Congo, des avocats courageux, il en existe, parce que ce n'est pas une infraction que de conseiller une association ou un parti politique. Il faut prendre conseil. Il faut dire que nous voulons organiser une manifestation. Qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour que nous ayons plus de chances d'avoir une autorisation de manifester. Et au cas où on a une interdiction de manifester, consulter un avocat pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cette interdiction de manifester. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement dire qu'on veut un état de droit et puis soi-même, on n'a pas conscience des droits, on n'a pas conscience des procédures et on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Donc c'est important je dirais, de s'instruire sur ces droits, de s'instruire sur des procédures à mener et pour cela, il faut se rapprocher des professionnels. Donc il faut prendre conseil auprès des avocats. Voilà. Voilà, je rappelle que nous avons en direct Alphonsine Mukuiza. Vous pourrez, Alphonsine, intervenir dans quelques instants pour poser votre question à Maître Brice Nzamba. Nous avons dans ce studio Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Nous parlons du rôle des avocats dans les révolutions africaines. La révolution tarde à venir au Congo-Brazzaville, mais en Afrique de l'Ouest et sur la place de Paris, elle se fait déjà sentir. Alors dans quelques instants, Maître, nous allons aborder la question de la place de Paris. Quelle est la marge de manœuvre des activistes quand nous savons qu'il y a là-bas les menaces des procès, des interminables procès pour lesquels certains avocats ont décidé plutôt de se cacher, de ne plus continuer la lutte. La suite dans quelques instants. Voilà, la radio de la communauté. Maître, nous revenons donc sur Paris. Alors, nous parlons maintenant des activistes qui sont tout le temps incarcérés et qui ne savent plus ce qu'il faut faire, comment faire pour... vous avez par exemple M. Faye Mounama qui traîne désormais une ardoise de plus de $30,000, 35, 36 ou 37, je ne sais pas exactement combien, pour une cause commune. Et donc, qui court le risque d'être abandonné par la communauté qui ne peut pas justement lui apporter ce dont il a besoin pour payer cette dette. Alors, dites-nous, comment vous encadrez les activistes sur place avant que nous ne regardions le rôle ou le comportement des hommes politiques de Brazzaville sur la place de Paris, sur cette question? Oui. Alors, bon, moi, je dirais déjà que je n'encadre pas les activistes. Hein. Je ne suis pas leur encadreur. En revanche, j'ai assisté et conseillé certains activistes quand ils ont été interpellés par la police à la suite donc de l'incendie de l'ambassade. Voilà. Donc j'ai prêté mon assistance à ces jeunes qui avaient fait ce qu'ils avaient fait pour
des raisons qui sont liées à leurs convictions politiques. Bon, on peut reprocher la forme que cela a eu à prendre, mais il n'en demeure pas moins que ces gens-là, ces jeunes, à un moment donné, se sont oubliés eux-mêmes, ils ont oublié leurs propres intérêts et ils ont pris des risques colossaux pour pouvoir participer ou de témoigner de leur idéal, de l'idéal qu'ils avaient pour le Congo. Donc, moi, j'ai été sensible à cela. Je me suis dit, ces deux jeunes, on peut reprocher la forme que ça a pris. Il n'en demeure pas moins qu'ils se sont sacrifiés et que ce serait tout de même, pour ma part, juste une manière de contribuer à l'émancipation du Congo, de leur prêter assistance. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc jusqu'à ce qu'on a eu l'audience devant le tribunal judiciaire de Paris, j'ai pu me battre pour éviter qu'ils fassent la prison, puisqu'ils avaient déjà fait des détentions provisoires. Il fallait éviter qu'à la fin, qu'ils repartent encore en prison. Donc il a fallu se battre. Donc heureusement, et le procureur hein, à l'audience avait demandé d'ailleurs que ces jeunes soient interdits de territoire, qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Donc moi je me suis battu le jour de l'audience pour éviter qu'ils fassent la prison et pour éviter qu'ils aient une interdiction de territoire français. Donc voilà, donc je dirais que... Quels étaient vos arguments là-bas, si ce n'est un secret? Qu'avez-vous dit au juge là-bas? Que ces messieurs luttent pour une cause juste? Ah oui, non, mais c'est ce qu'il, en fait, moi, ce que j'ai mis en avant, c'est que ces jeunes, on peut, comme je l'ai dit, reprocher la forme, la violence avec laquelle ils se sont attaqués à l'ambassade, mais il n'en demeure pas moins que c'était des jeunes qui étaient mus par des idées politiques, hein, par des idées politiques, et que il était connu de tout le monde qu'ils étaient suivis par le régime de Brazzaville, ils étaient connus, leur nom était connu, et que par conséquent, si on leur interdisait le territoire français et qu'ils étaient obligés et qu'ils étaient rapatriés ou expulsés, ces jeunes-là ne seraient pas reçus à l'aéroport du Congo avec des fleurs ou avec des roses. Donc ces jeunes seraient accueillis et puis emmenés à la DST et puis finir en prison. Donc ce n'était pas équitable pour la justice parce qu'il fallait rester équitable. Il fallait à la fois réprimer les faits qui étaient graves, il faut le dire, et à la fois maintenir ces jeunes dans une situation où ils pouvaient être en sécurité en France et puis comprendre aussi le processus par lequel ces jeunes en sont arrivés à cette extrémité. Donc le juge doit être dans cette compréhension des faits parce que en droit pénal, il y a le principe de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire que la peine, on doit la rendre en tenant compte aussi du parcours de l'individu, du processus par lequel il en est arrivé à commettre cette infraction, et puis aussi de la vie de la personne en France, comment la personne est intégrée en France. Pour ces jeunes-là, tous avaient une femme, un enfant ou des enfants. Donc, ils avaient une vie quand même en France. Donc, le juge devait tenir compte de tous ces éléments-là. Donc, heureusement, on a réussi tout de même à faire que ces jeunes évitent la prison. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils doivent payer puisqu'il y a eu des faits qui ont été commis, il y a eu des dégradations. Donc, l'ambassade du Congo s'était constituée partie civile. Donc, ils ont été condamnés à payer des sommes d'argent. Donc, ça, c'est un fait. Curiosité, maître, c'est l'ambassade, c'est M. Adada qui a exigé qu'il soit payé à hauteur de 30 000 $? Non, c'est pas Adada en tant que personne physique. C'est l'État congolais qui s'est constitué partie civile, puisque l'ambassade étant la représentation du Congo en France. Mais c'est pas Adada en tant que personne physique. C'est l'État congolais qui s'est constitué partie civile dans cette affaire à travers l'ambassade, qui est dirigée par M. Adada. Donc, M. Adada, c'est lui qui apparaît en premier, mais c'est pas lui en tant que personne physique qui a demandé l'argent. C'est l'État congolais qui demande les réparations. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, en France, on ne peut pas exécuter une décision lorsque on justifie des conséquences manifestement excessives si on l'exécutait. Donc, moi, je pense que ces jeunes peuvent, deux hypothèses, peuvent négocier des modalités de paiement
voilà, soit convenir de payer. Est-ce que le gouvernement congolais qui est lui nanti de milliards, il faut le dire, des milliards qu'ils ont volés, planqués par-ci par-là, est-ce que ce n'est pas pour eux honteux que de demander qu'ils soient payés à hauteur de 30 000 dollars? Ne devrait-il pas exiger qu'il leur soit payé un franc symbolique? On a vu des gens, des syndicalistes au Congo qui saccagent les bâtiments et autres, des places publiques. Est-ce qu'ils ont toujours demandé que ce soit réparé, ou c'est là, justement, parce que nous allons aborder l'autre aspect sur l'argument de chantage du gouvernement pour estomper justement ces mouvements? Est-ce que vous pensez que c'est du sérieux de la part de ces gouvernants? Ne devrait-il Non, pas mais exiger un franc symbolique? oui, mais il faut comprendre que pour le régime de Brazzaville, il était nécessaire de frapper un grand coup. Parce que ces jeunes empêchaient que les dignitaires du régime viennent à Paris, puissent faire leurs dépenses folles tranquillement, et ces jeunes s'en prenaient à ces dignitaires-là. Donc, il était nécessaire d'envoyer un message fort à tous les autres jeunes en leur disant que si vous suivez l'exemple de ces jeunes qui ont mis le feu à l'ambassade, vous allez payer très cher. Puisque l'avocat de l'ambassade, les avocats, ils étaient au moins deux, ces avocats ont demandé quand même une peine maximale. Bon, c'est vrai que le procureur aussi avait demandé, mais les avocats de l'ambassade voulaient que ces jeunes repartent en prison. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce qu'il fallait faire un exemple. Il fallait faire un exemple. Il fallait montrer, il fallait dissuader ces jeunes à être dans l'activisme comme ils le faisaient avant. Donc, il fallait les dissuader en appelant à une peine très importante. Il fallait les dissuader aussi en les frappant au porte-monnaie. Vous Voilà. voyez? Donc, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'est pas fait de façon anodine. C'est réfléchi. Je- C'est réfléchi et c'est pour les dissuader de ne plus faire ce qu'ils avaient fait. Alors Voilà. là, il y a la question donc, parce que l'acte de l'ambassade est un acte d'une valeur symbolique. On voit déjà que pour un activiste, ce qui peut déranger le gouvernement ou l'État congolais, c'est des actes de cette valeur. Alors comment celui-ci peut s'accommoder avec la nécessité d'agir conformément à l'état de droit? On a vu les gilets jaunes, non? Avec tout ce que vous connaissez, le saccage voilà, des bâtiments, des commerces et autres. Alors, est-ce à dire que désormais, le gouvernement veut maintenant parier sur la menace du tribunal? Chaque fois qu'il y a un problème, on dit nous irons au tribunal et c'est fini avec la lutte. Quelle, quelle marge de manœuvre finalement pour ces combattants? Oui, mais alors, je pense que il y a la politique et il y a le droit. Même si le droit est aussi une science politique, mais il faut comprendre que quand on veut poser des actes et qu'on est dans un cadre politique, en général, on ne fait pas cas du droit, hein, parce qu'on s'est dit bon, j'agis et puis advienne qui pourra. Voilà. Mais bon, dans un cadre plus organisé, c'est toujours mieux de prendre conseil en amont. C'est-à-dire qu'avant d'agir, de consulter un avocat, de dire bon, moi ou nous, on veut faire ceci. Quels sont les risques au niveau du droit? Voilà. Et l'avocat, en ce moment-là, peut vous conseiller en disant que, voilà, vous pouvez agir jusque-là, mais si vous dépassez cette limite, vous tombez sous le coup de la loi, et voilà les risques. Voilà. Maintenant, si les gens veulent prendre des risques, au moins qu'ils prennent des risques en connaissance de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut Oui. pas que les gens subissent. C'est-à-dire qu'ils agissent d'abord, ils réfléchissent après, en se disant, ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Vous voyez? Il faut faire les choses en connaissance de cause. Il faut prendre conseil. Une fois qu'on a pris conseil, soit on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on a été conseillé et qu'on a compris que les risques sont importants et qu'on ne veut pas prendre ces risques-là. Soit on a pris conseil, on connaît les risques et en conscience, on prend ces risques-là. Vous voyez, en ce moment-là, on est plus fort sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur pour braver les risques. Voilà, donc moi je pense que quand on est dans un état de droit, il faut agir conformément à la loi. Hein. Bon, Bon, là, c'est est-ce l'homme de que loi qui nous parle. Hein. bon voilà, vous avez raison, mais écoutez, ça se passe à Brazzaville. Que vaut une manifestation, excusez-moi parce qu'on ne me voit pas, que vaut mettre une manifestation pacifique sur la place de Paris pour des gens qui sont
à Brazzaville gère le pouvoir en toute sérénité. Est-ce que ça, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, maître? Non, Voilà non, la je difficulté, pense non? qu'il faut, ouais, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Je pense que les manifestations ont aussi leur importance, mais il ne faut pas s'arrêter qu'aux manifestations. Voilà, je pense. Il faut Ben, manifester, il je faut faire comprends du que c'est une lobbying. lutte Voilà. Voilà, congolaise. il faut que ça soit plus organisé. C'est-à-dire que les manifestations pour les manifestations, ça n'avance pas. Voilà. Il faut manifester dans le cadre d'une stratégie plus globale. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand on manifeste dans le cadre d'une stratégie plus globale, alors le message peut passer parce que quand vous manifestez et qu'au même moment vous faites passer votre communiqué au niveau de l'AFP et que vous avez des relais au niveau des médias qui peuvent relayer les mots d'ordre de cette manifestation-là, votre manifestation, elle est très importante puisque elle a touché l'opinion publique sur la situation du Congo. Donc, elle est bien. Vous voyez. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, il peut y avoir des choix politiques pour aller à l'extrême. Mais là, il faut avoir conscience des risques que l'on porte. Parce que quand on veut aller à l'extrême, il y a des risques. Ça veut dire il y a des conséquences. Et quand ces conséquences arrivent, bah, il faut les accepter puisque vous avez posé des actes. Et donc, ces actes-là appellent des conséquences. Et les conséquences, bah, il faut les supporter. Vous voyez. Donc, moi, comme je l'ai dit, je pense que s'il faut prendre des risques, il faut avoir conscience des risques qu'on prend. Voilà. Parce que il y a des jeunes, moi je pense, qui peut-être, s'ils avaient su toutes les conséquences des actes qu'ils avaient posés, peut-être qu'ils n'auraient pas pris cette décision. Alors, Voilà, parce qu'il y en maître, a qui ont découvert. oui, euh, mais maître, je crois que ce que nous avons vu avec les combattants dont nous parlons, c'est la face visible peut-être d'un système organisé là-bas sur Paris. Est-ce qu'il y a eu une solidarité autour de ces gens? Nous allons parler de la solidarité au niveau des avocats dans quelques minutes, mais est-ce que vous sentez donc, pendant ces procès que ces jeunes sont soutenus, soutenus au sens large du terme euh, contribution et autres? Est-ce que vous alors, sentez cette chaleur là autour d'eux? alors, ce que moi je peux dire que je ne peux dire que de ce que moi j'ai constaté, observé et analysé. Moi, ce que j'ai vu lors des procès, même quand on a été convoqué pour être auditionné par le juge d'instruction à l'époque, dans l'affaire de l'ambassade, j'ai quand même remarqué qu'il y avait plusieurs Congolais qui s'étaient déplacés pour venir assister les inculpés dans cette affaire. Donc, et quand il y a eu aussi l'audience devant le tribunal judiciaire de Paris, j'ai aussi remarqué qu'il y avait plusieurs Congolais qui avaient fait le déplacement, qui étaient dans la salle pour venir apporter leur soutien aux jeunes qui comparaissaient devant le tribunal. Donc, moi, je peux dire que, en tout cas, il y a eu un soutien, hein, en tout cas physique, des personnes qui venaient pour assister les jeunes Congolais devant le tribunal. Maintenant, en ce qui concerne le soutien financier, moi, je n'en sais rien. Voilà, parce que je ne suis pas dans l'organisation, je ne sais pas ce qui s'était passé pour le soutien financier, mais ce que je sais, c'est que physiquement, il y avait des Congolais qui étaient là à l'audience pour assister ces jeunes le jour de l'audience. Voilà, ça, je peux le dire. Maintenant, le soutien financier, je ne sais pas. Bon, Moi, personnellement, oui. personnellement, j'ai été, comment je peux dire, bon, je n'ai pas facturé ces jeunes comme je facturerais normalement des clients. C'était symbolique, hein, c'était pas grand-chose. Hein, Oui. c'était absolument pas grand-chose par rapport à ce que je facture aux clients habituels. C'était pour apporter ma contribution un peu au courage de ces jeunes-là. Voilà. Et est-ce que vous recevez des menaces du pouvoir pour dire, écoutez, il faut les abandonner? Pourquoi vous les soutenez? Question de Non, curiosité. non, je n'ai pas reçu de menaces de ce type, non, pas du tout, Ah, pas du ok. tout. Vous allez un Parce que peu. moi, Oui. je suis libre d'apporter mon assistance et mon concours à quiconque qui se trouve en situation devant un tribunal. Je n'ai que ma conscience comme juge, c'est-à-dire que c'est moi qui décide par rapport à ma conscience si je dois soutenir ou assister telle personne ou pas. Voilà, je n'ai pas une tierce personne qui peut
me contraindre à assister ou à ne pas assister quelqu'un. Donc, non, je ne suis pas sensible à ces genres de cas. Curiosité, avant de passer au rôle des avocats, euh, mettez un peu votre veste votre toge à côté. Parlons de. Non, non, pas la veste que vous avez. Votre toge. Je parlais de toge hein, à côté, D'accord. parce que vous êtes exactement philosophe, aussi philosophe. Parlons. Question de curiosité. La violence est-elle nécessaire à un moment de l'histoire pour vous, Alors, en tant que moi, philosophe? je pense il y a une violence légitime et il y a une violence qui est illégitime. Voilà. C'est-à-dire que dans une société, d'ailleurs, le président Macron l'avait bien dit, hein, quand il répondait aux critiques qu'on lui faisait d'être un dictateur, il disait que la dictature justifie la violence. Voilà. Parce qu'elle est même, hein, il faut dire que la seule voie pour pouvoir terminer avec une dictature, c'est la violence. Hein. Il faut pas être dans les nuages. Hein. C'est-à-dire que si on croit pouvoir combattre une dictature par les urnes, on est dans un rêve. Hein. On est dans un rêve. Voilà, parce que un peuple qui est sous oppression et dont l'espace politique est dans une impasse, hein, il y a une impasse politique, c'est-à-dire que les institutions ne jouent plus leur jeu, et il n'y a plus une dévolution du pouvoir par le jeu de la démocratie, c'est-à-dire des élections transparentes qui expriment véritablement la sincérité du choix des Congolais. À partir du moment où vous n'avez plus ça et que vous êtes dans une impasse, eh ben, il y a ce qu'on appelle une violence légitime. C'est-à-dire que, il faut dire, hein, c'est-à-dire que la résistance à l'oppression est un droit fondamental, hein, est un droit fondamental. C'est-à-dire que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, résister à l'oppression est un droit fondamental. C'est-à-dire qu'un être humain qui est conscient de sa dignité d'être humain ne peut pas accepter l'oppression. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait l'objet d'une oppression, on a le droit de résister par tous les moyens. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Voilà. Donc, une fois que cela est dit, dans un régime démocratique, dans lequel il y a un système de dévolution de pouvoir qui est reconnu et accepté par toutes les composantes de la société, la violence n'appartient qu'à l'État. Ce qu'on appelle la violence légitime de l'État dans une société démocratique. Voilà. Maintenant, dans cette société-là, il ne peut pas y avoir de recours à la violence. La violence est illégitime. Il n'y a que l'État qui a le droit d'exercer la violence. Il n'y a que lui qui a le droit à la violence légitime. Mais dans un système d'oppression, un système politique d'oppression, eh ben, la violence, c'est la règle. Voilà, parce qu'on est dans un état, on est dans un état de nature. Hein. Il n'y a pas des règles reconnues par tous pour pouvoir répartir le pouvoir et pour pouvoir assurer l'alternance au pouvoir. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est ça. Il y a une violence qui est légitime, il y a une violence qui est illégitime. Voilà. Voilà, salut donc à tous ceux qui sont connectés. Nous avons sur Facebook Alphonsine Mukwiza, Monsieur Pascal Baïna, salut à Rebecca Mungunga. Alors, Monsieur Pascal Baïna dit Maître, votre plaidoirie en faveur des jeunes Congolais en question a été logique et salué par les démocrates congolais. Voilà. Il a entendu donc votre remarque. Hein. Très belle remarque. Merci. Alors, Merci. Maître, maintenant, dans quelques secondes seulement, nous allons aborder la question de la solidarité du barreau à Paris et en Afrique. Voilà, vous soutenez les activistes, mais vous n'êtes pas seul dans ce travail, vous avez d'autres collègues. Est-ce que le barreau congolais d'abord est organisé? Une association quelque part? On ne la voit nulle Alors, part. vous voulez dire, est-ce que les avocats congolais de France sont organisés? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Oui. Bon, de ce que je sais, non, je ne pense pas, je peux me tromper, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait une association réunissant des avocats congolais de France. Je ne sais pas. Peut-être que ça existe, mais je ne suis pas informé de ça. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a une solidarité entre les avocats congolais en France? Bon, il faut savoir que le métier d'avocat, c'est un métier où l'indépendance est très très prisée. Voilà, c'est-à-dire que un avocat, en principe, c'est quelqu'un qui a un sens de l'indépendance qui est très très poussé.
Donc, il n'imagine pas, comment je peux dire, euh, entrer dans un système dans lequel sa liberté d'esprit intellectuel va être euh, à la remorgue de quelques structures ou associations. C'est un peu difficile pour l'avocat de le concevoir. Ce qui fait que c'est un peu des individualistes, hein, les avocats, il faut le dire. C'est triste à dire, c'est le cas. C'est des gens qui sont chacun dans son cabinet en train de traiter ses dossiers. Et il peut arriver qu'on collabore à l'occasion d'un dossier. Voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un confrère congolais qui est à Montpellier, avec qui on collabore dans le cadre d'un dossier, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça. Mais en revanche, les opinions politiques, bah, on est, comment je peux dire, c'est pas automatique qu'on les partage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des confrères, certainement avec lesquels on peut avoir les mêmes opinions politiques, mais qui préfèrent être discrets, dans le sens où ils ne s'affichent pas publiquement sur des opinions politiques, voilà, parce que ils pensent pouvoir rentrer au Congo en vacances sans qu'ils aient des problèmes. Voilà. Donc, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Et puis voilà. Mais on a des avocats congolais en France qui sont compétents, qui sont bien. Ils existent. Voilà. Il faut juste les connaître. Et puis, tous ne sont pas au premier plan politiquement. Voilà. Et tous ne veulent pas forcément se mouiller dans des dossiers à caractère politique, hein, par rapport au Congo. Voilà, parce que ils ont leurs raisons, hein. Il faut respecter la liberté de chacun. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, allez-y maintenant. Est-ce que vous avez une initiative déjà pour essayer d'organiser ce barreau ou d'attirer des gens vers vous à travers une association, par exemple? Alors non, c'est pas pour attirer les confrères avocats congolais dans cette association, mais il y a une association que nous avons créée, moi et deux autres Congolais, qui est lutte contre la corruption. Et il faut les Euh, citer, hein, il faut citer ces Voilà. Congolais Et maintenant. alors, donc, il y a Monsieur Alphonse Maboussou, qui est ingénieur des pétroles, qui est très compétent dans tout ce qui concerne l'exploitation du pétrole, toutes les procédures, les sociétés qui s'en occupent, les dividendes qui en résultent. Donc, il est très, très compétent là-dessus. Et puis, il y a Madame Samba Anissé, qui est en Allemagne. Il travaille dans une grande banque en Allemagne et qui a aussi beaucoup de connaissances sur notamment les montages financiers que les banques font, hein, comme on l'a vu avec la BNP Paribas qui avait fait un montage sur le pétrole du Congo à une certaine époque. Donc voilà, on est pour l'instant trois, mais on est ouvert à d'autres personnes qui peuvent apporter leur expertise. Donc, on aura notre sortie officielle le 15 avril au restaurant du Sénat. Donc, on va envoyer l'invitation aux Congolais qui veulent venir contribuer, apporter leur expertise à ces travaux. Parce qu'il faut dire, on va aussi inviter nos amis de Transparency International, de Sherpa, de Anticorps, qui sont aussi dans la lutte contre la corruption ici en France, au niveau de la corruption transnationale. Et notre objectif est nous visons l'agrément du ministère de la Justice. Voilà, parce que Mais maître, dans ce cadre, on voit qu'il n'y a que les autres qui se préoccupent de nous, de nos affaires. Transparency, que vous citez, ce n'est pas une organisation congolaise. À quand, justement, une initiative des Congolais? Parce que jusqu'ici, nous n'avons jamais vu des avocats congolais. Peut-être que ça existe, mais je n'en connais pas pratiquement. Vous ne comptez que sur ce qui se fait ailleurs pour le faire retentir sur la place publique. oui, mais c'est ça notre problème, c'est-à-dire que on laisse cet espace aux organisations occidentales, il faut le dire. Et alors, donc, ce qui fait que Monsieur Denis Sassou Nguesso a beau jeu, parce que quand on lui pose des questions par rapport à l'affaire des biens mal acquis, bah, Monsieur Denis Sassou Nguesso répond souvent que ce ne sont pas les Congolais qui se plaignent, que Mais voilà. ce sont des organisations étrangères qui se plaignent alors que les Congolais ne se plaignent pas. Donc nous, on a estimé qu'il fallait qu'on puisse s'organiser pour pouvoir entrer dans les conditions
de nature à nous permettre à avoir l'agrément du ministère de la Justice, puisque ce n'est que cet agrément qui peut nous permettre d'intenter des actions en justice sur des faits de corruption. Et pour ça, il faut qu'on ait au moins 5 ans d'exercice. Et durant ces 5 années, il faut qu'on organise des séminaires, des conférences, et qu'on puisse justifier d'une activité intense en matière de corruption, pour que 5 ans plus tard, le ministère de la Justice daigne nous accorder l'agrément. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues sur ces plans-là, parce il faut créer des outils qui peuvent nous permettre de lutter efficacement contre le régime actuel à Brazzaville. Il faut créer des outils. Donc, l'organisation que nous on crée, c'est un outil. Voilà. Il faut aussi, je pense, créer un outil qui va avoir pour but de lutter contre les crimes de sang. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, nous savons que la justice française a une compétence universelle en matière de torture et d'actes de barbarie. Voilà. Donc, à partir du moment où on le sait, on peut mettre en place une association qui va travailler de concert avec les organisations de droits de l'homme au Congo, qui, elles, ont accès à des cas de torture et de barbarie orchestrés là-bas par des agents de police véreux. Et nous pouvons donc ici saisir le tribunal judiciaire au sujet de ces actes de torture et de barbarie. Donc tout ça, ça permet de faire monter la pression sur le régime en place et de travailler comme il se doit. Parce que je pense qu'il faut sortir un peu des incantations, je dirais des vœux pieux, voilà. Mais il faut qu'on s'organise, avoir des possibilités d'agir concrètement dans le réel pour produire des effets efficaces dans le réel aussi. Voilà, ça, la politique, c'est véritablement ça. C'est pas que des discours et puis des posts sur Facebook. Voilà. Alors, nous allons bientôt refermer dans quelques 5 minutes. Maître, question de curiosité, est-ce que vous ressentez dans les rapports que vous avez sur place là-bas une transposition justement du phénomène politique de opposition-pouvoir dans le corps, le barreau congolais? Est-ce qu'il y a des avocats embauchés, par exemple, qui se disent beaucoup plus proches de Sassou qu'ils ne tenteraient de soutenir un activiste? Curiosité. Bon, mais moi, je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête, mais Est-ce je que pense vous ne que sentez pas qu'il y a des collègues qui ne viennent jamais, qui ne sont jamais avec vous et qui ne sont pas prêts à soutenir des causes qu'ils peut-être considèrent comme injustes? oui, mais moi, je pense que moi, je crois beaucoup à la liberté. Je crois beaucoup en la liberté. Et je pense que chacun est libre de ses convictions ou de ses valeurs. Voilà. S'il y a des avocats qui pensent que ils n'ont pas à soutenir les activistes pour les raisons qui sont les leurs, c'est leur liberté. Voilà. S'il y a des avocats comme nous autres qui pensons qu'on peut les soutenir, c'est aussi notre choix, c'est une liberté. Et c'est les Congolais qui apprécieront. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il faut savoir comprendre le sens de l'histoire. Voilà. Je pense que le sens de l'histoire au Congo, c'est inéluctablement la chute du régime en place et la mise en place d'un régime de transition pour préparer des élections libres et transparentes. Je pense que c'est ça le sens de l'histoire. Et je pense que tout Congolais qui a véritablement une vision pour le Congo aspire à cela. Donc, comme on dit, bah, les bons esprits finissent par se retrouver, et je pense qu'on finira tous par, sans être dans le monopartisme ou dans un mono partiste d'idées, mais je pense que chacun de nous peut avoir ses idées politiques, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans un système démocratique. Il faut d'abord mettre en place un système démocratique. Après, chacun pourra défendre ses idées devant le peuple. Donc, nous avons tous intérêt d'abord à mettre en place un système de transition qui va préparer ces conditions-là. Donc, on doit tous être en accord, être en union par rapport à ça. Parce que les idées politiques, ça viendra quand il y aura un véritable système démocratique au Congo. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour terminer. Alors, on va bientôt refermer. Salut à Magloire Motoki, voilà, maître des mots qu'on vous adresse. Maître Brice Nzamba, nous saluons votre dévouement, j'allais dire,
pour la cause des résistants et patriotes qui luttent contre la tyrannie au Congo-Brazzaville. Olivier Anissé, la nation congolaise te restera à jamais reconnaissante pour services rendus, Maître Brice Nzamba. Respect, voilà. Alphonsine Mikouiza, oui, bravo pour la défense de nos compatriotes. Voilà. Maître, salut donc à vous, Georges Tiba. Je vous rappelle, Georges Tiba qui est le directeur de l'information de la radio de la communauté à Chicago. Alors, Maître, dernière question. Vous parlez de démocratie, restauration ou instauration, mais je dirais restauration parce qu'on l'a eu déjà dans les années 90. Alors, faut-il des rois philosophes au Congo ou des philosophes rois? Répondez en philosophe. Alors, mais ça, c'est un débat, hein. Ça, c'est depuis Platon. Bon, Les votre philosophes position, doivent, oui. les philosophes doivent être des rois, en fait, doivent diriger la cité. Mais moi, je pense que ce qu'il faut à une cité, c'est quelqu'un qui a une vision de là où il emmène son pays et qui se soucie du développement du niveau de conscience et du niveau de vie de ses concitoyens. Voilà, je pense que c'est cela. Et cela va de pair avec le niveau de conscience aussi de cette personne-là. Parce que plus le niveau de conscience est élevé, plus on veut que sa population ait un niveau de vie élevé et un niveau de conscience aussi élevé. Le niveau de conscience s'élève par la qualité de l'éducation et le niveau de vie s'élève par la qualité de l'économie et des services qui sont mis en place. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est un dirigeant qui a un niveau de conscience élevé et qui a une vision pour son pays. Voilà. Ça me semble-t-il, là aussi ou pas? Alors, ça, je pense que Oui les ou non? Congolais en savent quelque chose. Moi, je pense absolument non. Bon, Absolument non. mais vous avez le dirigeant, ça c'est la personnalité, mais vous avez les gens qui l'entourent aussi, non? Il faut des gens compétents. Oui, mais parce que la qualité d'un vrai dirigeant, c'est aussi de savoir sélectionner ses collaborateurs. Oui. Voilà, parce que l'art de la réussite en toute chose, c'est de savoir sélectionner les personnes avec lesquelles on travaille. C'est évident. Alors, Voilà, parce que si vous êtes un dirigeant et que vous ne savez pas sélectionner vos collaborateurs, c'est qu'il y a un problème. alors, quel Il y peut a un être le problème. profil de ses collaborateurs en deux ou trois mots? Ah non, mais il faut que le collaborateur partage la vision du chef. Il faut Et, partager la vision du chef. non, ils doivent incarner quoi, ces collaborateurs, Ah pour non, être mais c'est, valeureux? mais non, mais il faut qu'il le, parce que la première qualité en politique, c'est la loyauté. Voilà. Ok, ok. Euh, Voilà. la loyauté au service d'une vision, Mhm. hein, pas d'un homme. Hein, Pas il faut du chef, oui, je pas comprends. d'un homme. Il faut préciser. C'est-à-dire qu'on est loyal à une vision. On n'est pas loyal à un homme. Donc, ce qui veut dire que quand cet homme-là ne sert plus la vision pour laquelle on s'était engagé auprès de lui, on est prêt à dépasser cet homme. Voilà. C'est ça, la loyauté en politique, la vraie. Et moi, je pense que pour un collaborateur, c'est important d'avoir cette loyauté-là telle que je viens de l'expliquer. Voilà. C'est pas la fidélité à un homme, hein. C'est ça qui fait Oui. que on a des assassins parce que l'homme qu'on soutient vous dit d'aller massacrer des gens. Vous êtes obligé d'aller massacrer parce que vous êtes fidèle à cet homme. Voilà, il faut être fidèle à la vision que porte cet homme, à des valeurs que porte cet homme. Si cet homme dessert cette vision et ces valeurs, il ne faut pas craindre de le dépasser. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que la loyauté, il y a autre chose. Des hommes, Oui, bien sûr. Mais chez il y a la Platon. compétence. Il y a la compétence. Bon, Bon, pour moi, c'est évident. il reste quelque chose là, maître. On va demander aux auditeurs. C'est un petit jeu concours. Dites-nous, il y a la loyauté, la compétence. Il y a quoi encore? Ce qu'on ne trouve pas chez ceux qui sont au pouvoir là-bas, le clan Boshi, hein. Il y a un mot qu'on utilise souvent que Platon utilisait. Des hommes IN, ça commence par IN. On va donner ça aux auditeurs. Celui qui trouve, je lui envoie $50 pour son carburant. Des hommes, le mot se termine par GRE et commence par IN. Maître, vous pouvez aussi Oui, donner la réponse pour faire gagner les auditeurs. Le mot commence des des hommes hommes, qu'il faut. oui, des hommes IN et au milieu, et puis bon, à la fin, GRE. Des hommes intègres. Très bien, voilà, vous faites gagner de l'argent à ceux qui sont connectés. Alors, maître, vous avez, je vais regarder, et puis vous allez prendre un, et cet argent va, attendez, je vais regarder. Oui, mais Voilà. vous me devez $50 de carburant, cher Jean-Louis. Bon, voilà, $50 pour votre carburant.
Vous avez Magloire Motoki, vous avez... Non, à vous aussi, hein. Vous avez gagné, mais on va faire gagner ceux qui sont là aussi connectés. Hein. Vous avez... Bien sûr. Attends, je vais regarder. Il y a Magloire Motoki, Olivier Anissé. Pas de sentiment, hein, maître. Alphonsine Mukwiza, Pascal Baïna, Rebecca Mungunga, Georges Tiba, Alphonsine Mukwiza et puis Olivier Anissé. Prenez un. Ah oui, il faut que je choisisse. Oui, vous choisissez un et puis je lui envoie les Bon. $50 et je vous envoie également Bon, aussi moi, les je vais 50. pencher pour je vais pencher pour une dame Une dame. Il entre y a, il y a- il y Rebecca a- Mungunga et Alphonsine Mikuiza. Alphonse, Et Mikuiza est déjà membre de la radio, donc elle est exclue. Donc l'argent va. Alex, donc Rebecca Mungunga. Voilà, Rebecca Munga, vous gagnez donc ces $50. Voilà, il faut des hommes, maîtres compétents, mais surtout intègres, car nous avons trop de voleurs à Oui, Braza, et vous le savez. absolument, Toute dernière absolument. question, maître. Macron à Brazzaville, pourquoi faire? Répondez en 60 secondes. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est en perte de vitesse en Afrique francophone. Donc Macron y va pour renforcer la coopération entre la France et ses États, pour renforcer son image et puis pour pouvoir aussi s'adapter. Donc moi, je vous conseille de suivre le discours du président Macron le 27, discours dans lequel il va décliner sa nouvelle politique en Afrique, hein, pour répondre un peu aux assauts aux assauts contre la France actuellement en Afrique. Donc il faut beaucoup suivre ces discours. À partir de ces discours, on comprendra un peu la nouvelle philosophie et qu'est-ce qu'il va dire au chef d'État qu'il va rencontrer. Et voilà. Donc je pense que la France essaie, puisqu'en Afrique centrale, il n'y a pas encore de contestation de sa présence, donc elle essaie de renforcer son image, sa présence, la coopération avec ces États-là. Et voilà, donc c'est du réel politique. Hein. On ne peut pas reprocher ça à la France. La France soutient ses intérêts. Voilà. Voilà, nous allons déjà refermer ce journal. Merci, maître. Pensez-vous avoir oublié quelque chose? Voulez-vous insister sur un détail que nous avons rapidement évacué pour qu'on Non, puisse... Oui, allez-y. non, ça a été parfait, Jean-Louis. Votre émission a été menée de main de maître. Hein. Oh, ok, voilà, c'est la radio, le journal de la communauté depuis quelques années, depuis je crois 2011 par là. Alors merci donc à tous ceux qui sont connectés ou qui étaient connectés sur la radio de la communauté. Nous parlions aujourd'hui des barreaux africains. Est-ce que vous pensez, maître, que sur le plan africain, le barreau est en train de faire du chemin? Est-ce que les avocats contribuent à ce que vous voyez là-bas en Afrique de l'Est, maître? Afrique de l'Ouest. Est-ce que vos Oui, mais il y collègues... a des, Voilà, oui, allez-y. il y a des avocats qui sont engagés. Hein. Moi, je pense par exemple au Burkina Faso. Vous avez le Balai citoyen, qui est un mouvement citoyen, qui est dirigé par Hervé Kam, qui est un avocat. Vous voyez? Donc, que je connais très bien. Et vous avez des avocats qui sont engagés pour notamment une démocratisation de la société et puis veiller sur les intérêts vitaux des populations. Donc voilà, effectivement, il y a des avocats engagés, comme il y en a d'autres qui considèrent que ce n'est pas trop leur problème. Hein. Ils s'occupent de leur dossier quotidien et c'est tout. Voilà. Voilà, merci donc à tous ceux qui étaient connectés, à notre amie Rebecca. Hein, bon, vous me direz comment vous envoyez ces $50, comme on les appelle ici. Hein. Alors il faut le faire rapidement, Rebecca. Hein. Il faut envoyer les références pour que je vous envoie vos 50. Voilà, donc vous avez ces deux messieurs toujours incarcérés. Nous voulons qu'ils sortent de là au plus vite. Merci, maître, d'être venu à ce journal et à la prochaine occasion, maître Zamba. C'était maître, pas Zamba, hein, parce qu'il y a un qu'on appelle, qui s'appelle Zamba, mais Nzamba. Non, Voilà. non, non, non. Non, Voilà. c'est Nzamba. Voilà, maître Nzamba. Je vous remercie, Nzamba. Jean-Louis. Il Merci. n'y a pas de problème. Merci et à la prochaine occasion.